l'alimentation inflammatoire, je pense que cette vidéo va en fâcher plus d'un, mais je pense aussi qu'elle est d'utilité publique, donc désolée. Je pense que vous aussi, vous en avez marre d'entendre des arrêtez le gluten, arrêtez les produits laitiers, consommez du curcuma, consommez du gingembre. Est-ce que tout ce qu'on vous dit, ça marche vraiment? Ou est-ce que c'est encore un concept marketing pour vous vendre tout et n'importe quoi? Ici, sur cette chaîne, vous le savez, on ne se base que sur des faits scientifiques et non sur des on-dit ou sur des choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, on va démêler ensemble le vrai du faux. Avant de parler de ce que l'on peut manger pour combattre l'inflammation, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est l'inflammation et savoir de quoi on parle. Parce que bon, on utilise le terme inflammation pour tout et pour rien, mais qu'est-ce que c'est réellement l'inflammation? Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'inflammation. L'inflammation aiguë, qui est un phénomène normal, je vais l'expliquer, et l'inflammation chronique de bas grade, qui est le vrai sujet de cette vidéo dont on va parler. Qu'est-ce que c'est déjà l'inflammation aiguë? L'inflammation aiguë, c'est une réaction du corps face à une agression ou face à un stress. Donc par exemple, face à une coupure, face à une entorse, face aussi à un entraînement de musculation intense. Par exemple, si vous faites une grosse séance de squat, après cette grosse séance de squat, vous allez avoir des douleurs, c'est vos muscles qui sont légèrement enflammés et c'est totalement normal. C'est d'ailleurs ce qui permet la reconstruction musculaire et donc le développement musculaire. Il faut savoir que cette inflammation, elle est ponctuelle, elle est localisée et surtout c'est une inflammation qui se résout d'elle-même au bout de quelques jours, peu importe le type d'inflammation dont je viens de parler. C'est d'ailleurs une inflammation qui est indispensable à la survie et à l'adaptation du corps. Ensuite, on a l'inflammation de bas grade, chronique de bas grade. Alors ici, c'est différent. Il n'y a pas de douleur aiguë, mais c'est un état inflammatoire qui est diffus et permanent dans le corps entier, à bas niveau et qui dure dans le temps. Cette inflammation chronique de bas grade, elle est associée à un excès de masse grasse, à savoir que le tissu adipeux, en particulier le tissu adipeux viscéral, sécrète lui-même des molécules pro-inflammatoires. Elle est aussi associée à la sédentarité, au manque de sommeil chronique, à un état de stress prolongé, à une alimentation riche en aliments ultra transformés et j'en passe. Et c'est ce type-là d'inflammation qui est associé sur le long terme à un risque plus important de maladies cardiovasculaires, de maladies métaboliques, etc. Et c'est cette inflammation-là dont tout le monde parle quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire. Alors cette inflammation, est-ce qu'on peut la mesurer? Oui, on peut la mesurer dans les prises de sang, notamment grâce à un marqueur qui s'appelle la CRP ou certaines cytokines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que ces marqueurs, ils viennent monter en fait quand on a un excès de masse grasse, un manque de sommeil, un stress chronique et une mauvaise hygiène de manière globale. Spoiler, non, ce n'est pas parce que tu as oublié ta gélule de curcuma ou de mettre du curcuma dans ton plat que ces marqueurs vont s'élever. Et à l'inverse, par contre, quand on voit qu'une personne vient améliorer tous les paramètres dont je viens de parler, ces marqueurs-là diminuent. Donc oui, on peut dire que l'alimentation a un impact réel sur l'inflammation chronique de bas grade, mais le problème, c'est en fait la façon dont ce sujet a été récupéré et utilisé pour le marketing. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Bon, maintenant qu'on comprend vraiment ce qu'est l'inflammation chronique, on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui pollue les réseaux sociaux sur ce sujet. Et il y a notamment 5 grandes erreurs de raisonnement que je remarque tout le temps concernant ce sujet. La première erreur, c'est le fait de diaboliser un aliment en tant que tel comme pro-inflammatoire. Donc là, souvent, vous allez voir des nanas qui vont prendre un aliment précis, non pas un excès d'un aliment ou non pas une catégorie de mauvaise qualité, mais l'aliment lui-même et faire de ça une généralisation et dire que c'est un aliment inflammatoire. Je pourrais en donner plein, d'exemples, mais la vidéo va être beaucoup trop longue si je débunk tous les mythes à ce niveau-là. Donc je vais prendre les deux exemples que je revois le plus souvent. C'est le gluten et la nouvelle tendance sur les huiles qui concernent les huiles de graines. Donc on va commencer par le gluten. Déjà, l'affirmation qu'on entend le plus souvent concernant le gluten, c'est que le blé en fait moderne a tellement été modifié génétiquement parlant qu'il contient beaucoup plus de gluten qu'à l'époque. Ce qui du coup le rendrait beaucoup plus inflammatoire et agressif pour l'intestin de monsieur et madame tout le monde. Alors en effet, le blé a subi une certaine sélection au fur et à mesure des années, tout simplement pour améliorer les rendements agricoles. Mais ce n'est pas parce que le blé a subi une sélection variétale que d'office, il y a eu une modification génétique au sens où on l'entend avec les OGM. Et en plus de ça, il y a des études qui ont été faites pour comparer le gluten du blé
à l'époque, avec le gluten du blé moderne, il n'y a pas de différence du moins significative qui justifierait un discours aussi catégorique. Ce qui est vrai concernant le gluten, c'est qu'il y a des personnes qui sont cœliaques, la maladie cœliaque, et qu'il y a aussi des personnes qui sont sensibles au gluten. Donc oui, ça concerne une partie de la population et évidemment, pour ces personnes-là, il n'y a pas d'option, elles doivent absolument ne pas consommer de gluten. Ce qui par contre, au contraire, n'est pas du tout soutenu par la science, c'est que le gluten déclencherait soit un facteur déclenchant de l'inflammation chez la population générale qui n'est pas atteinte de maladie cœliaque ou de sensibilité au gluten. Ici, clairement, dans le cas du gluten, on est dans une extrapolation qui a été appliquée à tout le monde d'un problème qui est certes réel pour certaines personnes, mais qui est beaucoup plus spécifique que ce qu'on veut vous le faire croire. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi, Noémie, je me sens mieux en arrêtant le gluten, ou j'ai un proche qui a arrêté le gluten et qui se sentit beaucoup mieux, qui a eu beaucoup moins de ballonnements, etc. Il y a une explication à ça. C'est que souvent, quand vous faites le choix d'arrêter le gluten, vous faites aussi le choix d'arrêter tous les aliments ultra transformés sur le côté. Et les bénéfices, tous les avantages, tout ce que vous ressentez grâce à cet arrêt du gluten, c'est beaucoup plus probable qu'il soit lié à l'arrêt des aliments ultra transformés qu'à l'arrêt du gluten en tant que tel. Et d'autant plus que généralement, quand vous décidez de faire ce genre de démarche, vous décidez aussi d'améliorer votre mode de vie sur plein d'autres points qui peuvent du coup aussi jouer sur votre digestion. Ensuite, le deuxième point, c'est les huiles de graines. C'est la nouvelle tendance hyper virale, no seed oil, ou seed oil free, je sais plus exactement, qui dit que les huiles de tournesol, les huiles de colza, les huiles de maïs seraient massivement pro-inflammatoires et qu'il faut absolument les bannir de votre alimentation. Et d'ailleurs, on vient même jusqu'à dire qu'elles sont responsables de la plupart des maladies actuelles. Pourquoi est-ce que les gens disent ça? Parce que ce sont des huiles qui, pour certaines, contiennent un apport en oméga 6 assez élevé. Et en fait, dans notre alimentation moderne, avec tous les aliments ultra transformés, avec les plats préparés, avec les snacks, etc., on a déjà un rapport oméga 6, oméga 3 qui est déséquilibré par rapport à ce qu'on consommait historiquement, mais aussi qui est recommandé pour être en bonne santé et qui est recommandé pour justement ne pas avoir d'inflammation de bas grade. Le problème, de nouveau, c'est que cet argument est utilisé pour dire que tout oméga 6 provenant des huiles végétales est pro-inflammatoire. Sauf que ces études concernant ce sujet ne le prouvent pas du tout. D'ailleurs, certaines études montrent que le fait de remplacer des graisses saturées par des graisses qui sont riches en oméga 6 comme les huiles de tournesol, attention, je ne dis pas que c'est la graisse à prendre au quotidien, je reviendrai là-dessus après, mais il y a des études qui montrent que le fait de remplacer les graisses saturées par des huiles riches en oméga 6 comme l'huile de tournesol améliore les marqueurs inflammatoires plutôt que de les dégrader. En fait, de nouveau, le vrai problème ici, c'est pas l'huile en tant que telle, c'est le fait que toutes ces huiles, elles sont omniprésentes dans les aliments ultra transformés, dans tout ce qui est friture, dans tout ce qui est snack, dans tout ce qui est plat préparé. Et vu que beaucoup de personnes en consomment à l'heure d'aujourd'hui, on a un excès d'oméga 6 dans notre alimentation. Donc là, de nouveau, on revient sur la problématique des aliments ultra transformés et non sur la problématique qu'on pointe du doigt, qui est l'huile qui provient des graines. Attention, une fois de plus, je tiens à nuancer ici, je ne te dis pas de consommer absolument de l'huile de tournesol à tort et à gogo, je ne sais pas si ça se dit, à tort et à travers, pardon. Je mélange souvent les expressions. À choisir, l'huile d'olive reste clairement un meilleur choix pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle contient pas mal de polyphénol et parce qu'à la cuisson, elle a une très bonne stabilité. L'huile de colza également est selon moi une meilleure huile que l'huile de tournesol, pas pour tout, pas pour la cuisson par exemple, car elle contient un rapport oméga 6, oméga 3 qui est vraiment très bon, mais ça ne veut pas dire que tu dois absolument bannir l'huile de tournesol de ton alimentation. La deuxième erreur, en fait, c'est l'exact inverse de ce que je viens de vous dire, c'est le fait de nommer un aliment comme un aliment miracle, donc de lui donner des pouvoirs qui n'a pas réellement, ou du moins qui n'a pas à lui tout seul, si tout le reste n'est pas bon, entre guillemets. Donc, par exemple, le curcuma. Certes, la curcumine a des propriétés anti-inflammatoires. Ça a été démontré en laboratoire, mais ça a été démontré avec des doses très très concentrées et aussi souvent associées à de la pipirine, donc ça vient du poivre noir pour avoir une meilleure absorption. Alors que, en fait, si tu mets juste un petit peu de curcuma dans tes plats au quotidien, honnêtement, entre toi et moi, c'est trop insuffisant pour avoir un réel effet sur ton inflammation de bas grade. Même chose pour le gingembre, les baies rouges qui sont riches en antioxydants. Certes, les effets sont réels, certes, les effets sont présents, mais ils sont beaucoup plus modestes que ce que tu ne le penses. Et surtout, une fois de plus, ce n'est pas parce que tu consommes du curcuma ou des baies rouges, alors qu'à côté de ça, ton mode de vie est exécrable, ou du moins pas optimisé, et ton alimentation n'est pas optimisée non plus, avec beaucoup d'aliments ultra transformés, de l'alcool le week-end, un sommeil qui n'est pas optimisé, beaucoup de plats préparés, beaucoup de snacks, etc. À ce moment-là, l'effet du curcuma et des baies rouges est presque
nul. Donc je veux vraiment insister que le fait de prendre ces aliments-là seuls, c'est pas un interrupteur qui vient activer un état anti-inflammatoire à eux seuls, du moins si tout le reste n'est pas pris en compte. La troisième erreur, c'est le fait d'exagérer un mécanisme réel jusqu'à quelque chose de totalement absurde. Donc là, on va sortir un petit peu de l'alimentation, mais je tiens à le mentionner dans cette vidéo parce que c'est pour moi très important et j'en ai marre de voir ça tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc c'est utiliser un mécanisme physiologique qui certes existe bel et bien pour justifier des règles qui sont complètement disproportionnées. Et on arrive sur le cortisol. On voit high cortisol, low cortisol partout sur les réseaux sociaux. Certes, le cortisol existe. Certes, le stress chronique a bel et bien un impact sur la prise de poids. Mais dire que c'est le cortisol qui fait grossir ou que c'est le cortisol qui t'empêche de perdre du gras, c'est en fait remettre en cause les lois de la base de la physiologie. Pour perdre du gras, un déficit calorique est nécessaire. Certes, le cortisol peut compliquer la donne, je reviendrai là-dessus plus tard, mais le cortisol ne va jamais annuler totalement le déficit. Même chose avec le cardio. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le cardio à haute intensité fait grossir, que c'est pas ça qui va te faire maigrir. Alors certes, un cardio très intense qui est mal récupéré parce que tu en fais trop souvent, tu n'as pas assez de jours de récupération, peut être un facteur de stress chez certaines personnes et du coup avoir un impact sur ta prise de poids et sur ta perte de gras, mais pas de là à dire que le cardio fait grossir. Clairement, quelque chose qui est dépendant d'une personne n'est pas une règle stricte qu'on doit adapter à tout le monde. Par exemple, le jeûne intermittent. Moi, je suis clairement pas pour, je déteste ça, j'aime trop mon petit-déj le matin. Et de là à dire que le jeûne intermittent est dangereux pour la santé, et notamment que le jeûne intermittent n'est pas pour les femmes, c'est de nouveau une extrapolation ici pour le coup d'un cas individuel qui peut certes ne pas te convenir à toi, mais convenir à d'autres personnes. J'ai des nanas en coaching qui n'aiment pas prendre leur petit déjeuner, et pourtant, elles le vivent très bien, n'ont aucun problème de santé. En fait, tout dépend une fois de plus du contexte de la personne, tout dépend de son statut hormonal, tout dépend de son niveau de stress, tout dépend de son historique alimentaire. Même chose pour le café. Il y a des personnes qui disent ne prenez jamais de café 1h30 à 2h après vous être levé. De nouveau ici, personnellement, je ne prends pas de café à jeun car je sais que je suis une personne stressée, je ne bois pas énormément de café et le fait de prendre du café à jeun alors que je n'en bois déjà pas énormément peut avoir un impact sur moi. Mais si toi, tu ne sens aucun impact sur le fait de prendre ton café et que par exemple, tu kiffes aller faire tes steps à jeun avec ton petit café le matin et que ça n'a aucun impact sur toi, que tu n'es pas une personne stressée, que tu ne ressens pas d'inflammation, de bas grade, etc. Vas-y. Ce n'est pas parce qu'une nana t'a dit de ne pas le faire parce qu'à elle, ça ne lui convient pas. Ce n'est pas parce qu'à moi, ça ne me convient pas que toi, tu dois pas le faire non plus. De nouveau, c'est une question de contexte. Si déjà, de base, tu es dans une phase où tu as un stress très élevé depuis longtemps, tu as un sommeil qui n'est pas du tout qualitatif, tu as très peu de récupération, tu as une inflammation qui n'est pas optimisée, tu es en déficit calorique, le déficit calorique, c'est un stress pour le corps, tu es en déficit calorique depuis longtemps, tu bois pas mal de café et en plus de ça, tu viens en ajouter à jeun, mais en fait, ça, plus ça, c'est ça qui va poser problème. C'est pas le café à jeun en tant que tel. Si toi, tu kiffes le faire et que tout le reste, en fait, est OK et que tu ne sens pas que ça a un impact sur toi, continue à le faire, continue à kiffer ton café en allant faire tes steps à jeun. Et après ces 4 démontages de mythes, entre guillemets, il y a quand même un facteur alimentaire pour lequel les données scientifiques s'alignent et ça s'aligne assez bien avec ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est les produits ultra transformés. Ici, contrairement au gluten, aux produits laitiers ou aux huiles encore de graines, les études montrent une réelle association, une association claire et répétée entre la surconsommation de ces aliments et une inflammation chronique de bas grade. Les mécanismes qui pourraient expliquer cette inflammation, ce facteur pro-inflammatoire dû à ces aliments ultra transformés, c'est déjà le fait qu'ils soient faibles en fibres, qui contiennent aussi beaucoup d'additifs comme émulsifiants, qui a aussi énormément de sel, un gros déséquilibre en oméga 6 et en oméga 3 lié à l'utilité des huiles de tournesol, principalement, mais aussi et surtout lié au fait que ces aliments ont une palatabilité très élevée qui donne en fait envie d'en consommer tout le temps et qui du coup mène à un surplus calorique. Attention ici, je tiens quand même à nuancer que ces études, ce sont généralement des corrélations, ce ne sont pas des liens de cause à effet. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes qui consomment ces produits de manière importante, sur le côté, ont aussi généralement une alimentation qui n'est pas très bonne, avec très peu de fibres, pauvre en micronutriments, etc. Donc on ne peut pas toujours faire des liens de cause à effet sur ce genre d'études. Mais clairement, le lien ici est beaucoup plus fort que le fait de diaboliser les aliments, comme je vous en ai parlé juste avant,
ou de donner des pouvoirs à des aliments qui en fait n'en ont pas réellement. Et puis comme toujours, c'est la dose qui fait le poison. Je n'arrêterai pas de le répéter. Un aliment transformé consommé de temps en temps n'aura probablement pas d'impact mesurable sur ta santé et sur ton inflammation. Ce qui pose réellement problème, c'est le fait d'en consommer trop souvent et sur le côté de ne pas avoir une bonne alimentation. Donc non, ce n'est pas la liste d'aliments à bannir ou la liste d'aliments miracles qui va faire la différence sur ton inflammation. Le seul principe qui tient réellement la route et que tu dois prendre en compte, c'est le fait de consommer le plus possible d'aliments bruts ou peu transformés. On passe à la troisième partie de cette vidéo où je vais aborder tous les points en fait qui vont vraiment compter sur ton inflammation. Il y a 5 gros points que je vais aborder et détailler juste ici. Le premier point, c'est la qualité globale de l'alimentation et non pas des aliments isolés. Donc comme je l'ai expliqué, ce qui compte vraiment, ce n'est pas un aliment en tant que tel, c'est l'alimentation de manière globale, avec une majorité d'aliments bruts ou peu transformés, beaucoup de fruits et légumes, des légumineuses, des céréales, des poissons, de la viande, des œufs, des bonnes graisses, notamment de l'huile d'olive comme matière grasse principale et surtout très peu de produits ultra transformés. D'ailleurs, je voulais aborder un point avant que j'ai oublié d'aborder, donc je vais le dire ici. Il faut savoir que les fibres, elles vont venir nourrir ton microbiote. Les fibres, tu peux en retrouver dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales complètes, dans les pommes de terre aussi, dans les fruits. Et le fait qu'elles viennent nourrir ce microbiote, ça va avoir un rôle important et un rôle central dans la régulation de l'inflammation. Quelque chose aussi qui va avoir, je l'ai déjà abordé, mais un rôle important dans l'inflammation, c'est le ratio oméga 6, oméga 3. Mais ça va être beaucoup plus dans une optique d'équilibre global plutôt que dans une optique de bannissement de certaines catégories d'aliments. Donc puisqu'on a tendance à avoir déjà une consommation d'aliments riches en oméga 6, le mieux ça va être vraiment de se concentrer sur la consommation d'aliments riches en oméga 3. Ce n'est pas pour ça que tu dois absolument bannir de ton alimentation tous les aliments qui contiennent des oméga 6, mais ce ratio oméga 6, oméga 3 a toute son importance dans la régulation de ton inflammation. Ensuite, deuxième point qui va avoir un réel impact sur ton inflammation, c'est le surplus calorique et l'excès de masse grasse. Comme je l'ai déjà dit avant, le tissu adipeux et notamment le tissu adipeux viscéral sécrète lui-même des molécules pro-inflammatoires. Donc tu auras beaucoup plus d'utilité à essayer de chercher à perdre du poids et à réguler ta composition corporelle plutôt que de chercher à trouver l'aliment miracle ou l'aliment à bannir. C'est pour ça que généralement si tu fais un déficit calorique et que tu perds du poids, tu auras beaucoup plus d'impact sur ton inflammation que de chercher à bannir certains aliments de nouveau ou à intégrer certains aliments dans ton alimentation. Donc un déficit bien mené, sans frustration, avec des plaisirs au quotidien, a un impact anti-inflammatoire réel, contrairement à ce que certains contenus essayent de mettre en avant en disant qu'il faut absolument arrêter de faire des déficits caloriques ou des pertes de gras, parce que c'est inflammatoire pour ta santé. Ensuite, troisième point qui a un impact sur ton inflammation, c'est le sommeil. Ça a été prouvé, le manque de sommeil est associé à une hausse des marqueurs inflammatoires que j'ai abordé au début de cette vidéo. C'est d'ailleurs probablement un des facteurs le plus sous-estimé par le grand public et que j'ai moi-même sous-estimé, si vous avez regardé ma dernière vidéo, que j'ai moi-même beaucoup trop estimé jusqu'à encore il y a très peu de temps. Ensuite, quatrième point, on a le stress chronique. Alors oui, le lien entre un cortisol plus élevé et une inflammation plus élevée lorsqu'on est en stress chronique, lorsqu'on subit un stress de manière chronique, ce lien est réel, mais de nouveau, il ne faut pas l'extrapoler et dire que c'est ça qui empêche de perdre du gras ou que c'est ça qui te fait grossir. Par contre, oui, le stress chronique a un impact réel sur ton inflammation. Ensuite, cinquième point, on a l'activité physique régulière. Il n'y a rien de pire, je le répète tout le temps et je suis relou avec ça, avec les filles que j'en coaching, la sédentarité, c'est le poison. Et c'est prouvé, un exercice modéré et régulier, pas besoin d'avoir des exercices de manière extrême, a un effet anti-inflammatoire, notamment via l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et via l'amélioration de la composition corporelle. Donc maintenant que j'ai abordé les 5 points qui peuvent avoir un réel impact sur ton inflammation, on va revoir point par point et je vais te donner des applications concrètes que tu peux mettre en place tout simplement pour venir diminuer ton inflammation chronique de bas grade. Donc première chose, c'est le fait de construire des
assiette équilibrée. Donc à chaque repas ou presque, tu vas viser un apport en protéines, poisson, volaille, légumineuses, œufs, peu importe. Un apport en glucides avec des féculents peu transformés, donc du riz, des pommes de terre, des pâtes, des patates douces. Un apport en fibres qui vient notamment des légumes et des bonnes matières grasses, donc principalement de l'huile d'olive. Tu peux aussi prendre par exemple de l'avocat. Le but aussi dans ton alimentation, c'est que tu puisses intégrer du plaisir au quotidien, que tu manges de tout sans te priver. Le deuxième point, c'est de limiter les aliments ultra transformés. Pas les bannir à 100%, mais de les limiter. Donc en gros, ce que tu vas faire, c'est viser à ce que la majorité de ton alimentation provienne d'aliments bruts ou peu transformés. Comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo et comme je ne cesserai de le répéter, c'est la dose qui fait le poison. Tu peux t'autoriser de temps en temps un aliment ultra transformé tant que ce n'est pas récurrent ou que ce n'est pas la majorité de ton alimentation. Moi, je dis généralement de fonctionner sur du 80-20%, plus ou moins, quotidiennement et sur la semaine. Ensuite, troisième point, c'est le fait de gérer sa composition corporelle. Donc, avoir une bonne composition corporelle avec un taux de masse grasse pas trop élevé, mais le faire sans le faire de manière extrême. Donc, pour les femmes avec un objectif de perte de gras ou de recomposition corporelle, ce que vous allez faire, c'est mettre en place un déficit calorique soutenable qui inclut aussi des plaisirs au quotidien, sans te priver de tous les aliments que tu aimes, en construisant la base de ton plan alimentaire et de ton déficit calorique sur une alimentation type méditerranéenne. Une alimentation type méditerranéenne, c'est tout ce que j'ai dit auparavant. Donc avec des fibres qui viennent des légumes, des légumineuses, des protéines, des bonnes graisses, etc., etc. Et ça, le fait de faire un déficit modéré, de perdre du gras, d'améliorer ta composition corporelle, comme je l'ai expliqué, ça a un réel impact anti-inflammatoire sur toi. Ensuite, quatrième point, absolument, ça aussi pareil, je suis relou avec mes clientes là-dessus, mais c'est la gestion de ton sommeil et la gestion de ton stress. Il faut absolument que tu viennes régulariser ton sommeil, que ça soit sur des heures de coucher stables, comme sur la quantité de ton sommeil, comme sur la qualité de ton sommeil. Ce que je conseille généralement, c'est de viser entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit, mais aussi de t'écouter. 7 heures, c'est le minimum. Si toi, en dormant 7 heures par nuit, tu vois que c'est pas suffisant, écoute-toi et fais en sorte de dormir 7h30, 8h, 8h30, 9 heures de sommeil par nuit. Et comme je l'ai dit plus tôt, le sommeil, vraiment, je pense que c'est le facteur le plus sous-estimé de tout le monde et c'est le facteur qui, s'il était pris de manière sérieuse par beaucoup plus de personnes, il y aurait beaucoup moins de personnes qui seraient sous état inflammatoire. Ensuite, la gestion du stress au quotidien, ça c'est plus compliqué si t'es une personne qui est stressée, c'est un travail que tu dois faire sur toi. Après, je suis quelqu'un de base très stressé, je le suis toujours à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se travaille. C'est à toi soit d'aller voir les bonnes personnes, soit de faire ce travail sur toi. Donc avec une gestion du stress au quotidien, avoir une activité physique quotidienne, ça aide aussi à la gestion du stress. Avoir un bon sommeil, ça aide aussi à la gestion du stress. Ce qui aide aussi grandement à la gestion du stress, c'est le fait d'avoir des bonnes relations sociales. Et je te parle pas que des relations sociales au travail. Certes, t'apprécies peut-être tes collègues, c'est très bien, mais aussi le fait d'avoir des relations sociales, soit avec ta famille, soit avec des amis, c'est hyper important pour la gestion de ton stress. Ensuite, il y a tous les petits trucs et astuces comme le fait de faire du journaling, le fait de faire de la méditation ou du yoga si c'est quelque chose que t'aimes, le fait aussi de faire de la cohérence cardiaque. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, notamment le soir, mais en journée, si tu sens que le stress monte, cohérence cardiaque. Il y a plein de petits tips comme ça que tu peux mettre en place pour améliorer la gestion de ton stress. Ensuite, dernier point que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises et qui aide pour plein de choses, que ce soit pour la gestion du stress, comme pour la perte de gras, comme pour limiter la sédentarité, c'est le fait de bouger régulièrement. Déjà, impose-toi un nombre de pas minimum par jour, 7 à 8 000 pas par jour. Et le mieux, c'est aussi sur le côté d'avoir une activité physique comme par exemple de la musculation. Si tu n'aimes pas la musculation, tu peux aussi faire du cardio, tu peux aussi faire du pilates, tu peux aussi faire de la course, peu importe, de la danse, peu importe, de la natation, comme tu veux, mais essaye de te trouver une activité physique. T'es pas obligé non plus d'en faire 5, 6, 7 fois par semaine. Déjà, impose-toi 2 séances par semaine, ça sera très bien. Si tu t'imposes 2 séances d'activité physique par semaine, plus un nombre de pas quotidiens, ce sera parfait. Bref, comme tu le vois, il n'y a rien de magique, il n'y a pas de liste d'aliments à bannir, tout comme il n'y a pas de liste d'aliments à manger absolument pour diminuer ton inflammation. Ce qui compte le plus, c'est le fait d'avoir une alimentation
majoritairement brute peut transformer, avoir une bonne gestion de ton poids et une bonne composition corporelle, sortir de la sédentarité, avoir une bonne gestion de ton sommeil, avoir une bonne gestion de ton stress. Ça paraît peut-être beaucoup si tu es dans l'extrême inverse, mais ce qui va avoir le plus d'impact sur ton inflammation actuelle, c'est toutes ces habitudes à mettre en place. C'est ce mode de vie que tu vas mettre en place plutôt que de te focus sur un aliment en tant que tel. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette vidéo et ce que j'aimerais vous faire comprendre, ce que j'aimerais vous aider à arriver, c'est sortir de cette anxiété alimentaire entretenue par des mythes qu'on voit tous les jours sur TikTok, sur Instagram, pour revenir finalement à une approche beaucoup plus simple que tout le monde peut mettre en action là, maintenant et surtout beaucoup plus durable. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses des aliments anti-inflammatoires. Avant d'avoir regardé cette vidéo, comme maintenant d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des aliments anti-inflammatoires et de toute cette tendance d'alimentation anti-inflammatoire. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir. N'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me poser tes questions. Je réponds à toutes les questions. Si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends parce que je sors une vidéo par semaine sur l'alimentation ou sur la musculation. Donc, abonne-toi. Et puis si tu veux aller plus loin, j'ai aussi créé un e-book gratuit que tu peux retrouver dans la description en lien juste en dessous. Et si tu veux aller encore plus loin pour que je t'aide justement à créer tout ce mode de vie et toute cette routine autour d'une alimentation équilibrée qui t'aidera non seulement à te sentir bien au quotidien, mais aussi à perdre du gras si c'est ton objectif, je propose des coachings personnalisés. La même chose, tu peux retrouver le lien de demande de coaching dans la description juste en dessous. Donc je te laisse aller checker. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!